Il se trouve donc que j'ai été ministre il y a plus de 10 ans désormais et que j'ai arrêté toute activité politique depuis 2017, depuis juin 2017. Donc vous m'avez conduite à me replonger dans quelques archives. Mais je voudrais dire ici que si j'ai fait quelques approximations, notamment sur le plan des chiffres, je m'en excuse bien volontiers devant vous. J'ai juré solennellement, et ce serait donc uniquement des erreurs de date ou des erreurs de mémoire, d'autant que l'intégralité de mes archives, y compris de mes archives personnelles, sont restées et sont à disposition au ministère, donc elles sont parfaitement consultables. Je voulais commencer par vous raconter une anecdote qui, je pense, est assez illustrative du sujet sur lequel vous travaillez. J'ai donc été nommée ministre en 2012, juste après l'élection de François Hollande. Et quelques semaines après, le nouveau président, je crois que c'était son titre, du programme Investissement d'avenir, tout fraîchement nommé, Louis Gallois, demande à me rencontrer. Évidemment, j'accepte et nous avons un échange sur la fonction du programme Investissement d'avenir. Si vous vous souvenez, c'est un programme lancé par Nicolas Sarkozy après la crise de 2008, un programme de relance massive, et une partie de ce programme devait être consacrée à la rénovation thermique des bâtiments. Le nouveau président me dit donc qu'il y avait un budget de 500 millions d'euros consacré à la rénovation thermique des habitations des plus démunis, et que malencontreusement, ce programme faisait l'objet d'une sous-consommation massive, puisque 5 millions seulement avaient été engagés, et que donc ils souhaitaient m'informer que, dans le cadre de leur réflexion, ils souhaitaient réattribuer le reliquat, soit 495 millions d'euros, à Airbus. Vous imaginez que la toute nouvelle ministre du Logement, qui plus est écologiste, a eu un petit moment de fraîcheur à l'annonce de cette disposition, et je lui ai expliqué que ça n'allait pas être possible, que je pensais que c'était une erreur, mais que quand même il y avait un sujet sur cette sous-consommation. Après enquête, et je résume à gros traits, la sous-consommation s'expliquait assez naturellement puisque les publics visés par ce programme devaient répondre au plafond PLAI, c'est-à-dire environ 60% du SMIC. Là encore, je vous dis de mémoire, donc on va dire donc des plafonds assez bas, mais pour des montants de travaux très importants, de l'ordre d'une trentaine de milliers d'euros. Donc on comprend très rapidement que engager des travaux de plus de 30 000 euros quand on a comme revenu moins de 60% du SMIC, forcément, c'est très compliqué. À la suite de ça, j'ai organisé une rencontre avec l'ensemble des intervenants dans ce domaine-là, dont les régions qui étaient mobilisées assez largement. Je rappelle qu'à l'époque, c'était avant la réforme, il y avait beaucoup plus de régions qu'aujourd'hui, pour un échange assez intéressant dans lequel, autour de la table, chaque représentant, tant du monde HLM que de l'Association des régions de France, que de l'ensemble des élus, que les responsables de l'ADEME, de l'ANA, tout le monde explique que tout va parfaitement bien, que tout est parfaitement en ordre, et chacun déroule on va dire, le grand talent avec lequel ils ont mis en œuvre des politiques. Je leur explique qu'il y a quand même un sujet, c'est que tout semble parfait, mais que visiblement ça ne marche pas. C'est, pour résumer, ce qui a été le guide de mon action comme ministre pendant ces 2 années, et ce qui a fait l'objet donc d'une première annonce, si je ne me trompe pas, en janvier 2013, de ce que devait être une évolution des manières d'intervenir en matière de rénovation thermique, c'est-à-dire non seulement de mobiliser de l'argent, mais surtout de simplifier. Et à cet instant, je veux dire que je crois qu'un des principaux handicaps, et donc je vais donc devancer votre question, c'est le morcellement des acteurs en charge du dossier. Ça, c'est le premier point, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont bonnes, mais il y a un morcellement très grand. Et puis, il y a surtout une capacité de la part de certains acteurs privés à utiliser de manière très opportuniste des dispositifs qui, en eux-mêmes, notamment les crédits d'impôt, peuvent être intéressants, mais qui ont parfois fait l'objet d'utilisations complètement détournées, ce qui a conduit le législateur, notamment au moment de l'examen des lois de finances, à chaque fois, à être très prudent, puisque chaque parlementaire avait des témoignages d'abus qui s'appuyaient sur des démarchages parfois un peu agressifs de personnes dont on changeait les fenêtres alors que le toit n'était pas isolé, par exemple, ce qui est sur un plan énergétique parfaitement absurde. Donc ce morcellement, plus des dispositifs conçus de manière, je ne sais pas quel est le bon adjectif, mais désordonnés peut-être, qui chacun pris individuellement pouvait avoir du sens, mais qui n'étaient pas coordonnés, conduisaient aux résultats qu'on connaît et qu'on connaît d'ailleurs pour une part toujours, c'est-à-dire à
une grande limite dans la capacité à mettre en œuvre un programme de rénovation thermique. J'ai donc fini par obtenir une sorte de pacte politique avec le Premier ministre qui était, et donc je réponds aussi là par anticipation à votre question, est-ce que c'était un outil d'être ministre de plein exercice? Oui, d'être ministre de plein exercice, et oui, d'avoir du poids politique. J'avais du poids politique pour deux raisons. Un, je représentais le seul parti partenaire presque de la coalition politique qui existait alors, et par ailleurs j'avais un entraînement particulier qui est que vous n'avez pas rappelé que j'étais secrétaire nationale du Parti écologiste pendant 6 ans, ce qui, je pense, fait partie des meilleures écoles de l'entraînement au rapport de force qui puisse exister sur le marché de la politique et que je conseille à tout le monde. Mais si j'en crois les autres personnes que vous allez auditionner, cette école a formé un panel politique qui maintenant va sur l'ensemble du spectre politique français quasiment sans exclusion. Donc je crois que c'est une bonne école. Donc je le dis, un ministre de plein exercice, une capacité au rapport de force politique et la possibilité d'obtenir des arbitrages, tant en termes organisationnels qu'en termes financiers, parce que, et ce sera la clé du dispositif, et l'histoire assez rapide, puisque dès 2014, les choses se sont gâtées, a montré qu'en mettant en cohérence le dispositif, en abondant de manière extrêmement significative les fonds de l'ANA, ça avait très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné, mais pendant très peu de temps, puisque et donc là je tiens à le dire de manière la plus ferme qui soit, entre les annonces financières et la réalité des crédits, notamment du fait des gels qui sont opérés dès l'été souvent par Bercy, vous avez des situations de crispation. Et en regardant mes archives, j'ai retrouvé le nombre de questions, y compris d'ailleurs de vos collègues sénateurs, de questions écrites ou de questions orales, de chaque sénateur qui interroge sur son territoire et sur son département le fait qu'il y avait plein de dossiers en attente et en souffrance dans les tiroirs de l'ANA parce qu'il y avait simplement plus de budget. Donc l'année 2014 a été très marquante. Donc pour tout dire, le pacte que j'avais avec le Premier ministre était simple. C'était un montant très important. Et si ça marchait, d'abonder ce montant. Il se trouve que j'ai quitté le gouvernement pour des raisons qui n'ont pas à voir avec le programme de rénovation énergétique, mais d'autres raisons politiques. Que cet argent a été très bien dépensé, très vite dépensé, beaucoup plus vite que ce qui était prévu, et qu'au lieu d'être abondé, mais le changement de Premier ministre est donc obligé, il n'a pas fait l'objet d'abondement, et ça a été très bien dit d'ailleurs, notamment par Valérie Létard, qui a été présidente de l'ANA et qui connaît parfaitement le sujet. C'est que la restriction de ces crédits, doublée du fait de la baisse après le Brexit du prix du carbone, qui a fait aussi baisser les ressources de l'ANA, et malgré un amendement pris de 50 millions, si je ne me trompe pas, sur le budget de ce qui devait s'appeler déjà Action Logement, ou je ne sais pas encore, enfin des crédits de feu 1% logement, les crédits de l'ANA n'étaient pas suffisants pour suivre les engagements qui avaient été pris. L'autre élément qui avait rendu la chose très facilitatrice était le fait de créer un guichet unique par le biais d'un numéro de téléphone et d'obliger l'ensemble des acteurs, toutes les collectivités locales et les différents acteurs à donner leurs données et à renvoyer l'ensemble des interlocuteurs et notamment des personnes physiques vers un seul guichet. Donc oui, bien sûr, ce morcellement et la complexité rend extrêmement périlleux le montage de ces dossiers. Pour moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Nous disposons des professionnels et des professionnels formés. Nous disposons aussi de leur capacité à monter en charge si c'était nécessaire. Mais il y a un vrai sujet d'effet de levier qui est celui permis par la mobilisation d'argent public, lequel argent public est extrêmement bien utilisé à 2 titres. Alors nous faisons peu ce genre d'études en France, mais l'étude dont je vous parle est assez ancienne, mais elle est britannique, qui évaluait les économies en matière de financement de l'assurance maladie, enfin de l'équivalent de l'assurance maladie, de l'investissement dans la rénovation thermique, notamment pour ce qui est des personnes âgées, parce qu'on sait très bien que la précarité énergétique, au-delà des conséquences sociales de confort, a des conséquences sur la santé significatives, et que donc cet investissement peut être compensé par des économies. Alors je sais qu'on fait peu ces études, et il se trouve que depuis presque 5 ans maintenant, je travaille dans une organisation qui a une culture anglo-saxonne, donc ça me choque moins que ça pourrait choquer des Français. Mais sur le bon usage de l'argent public, de voir effectivement ce que ça peut coûter comme argent, mais ce que ça économise, au-delà de l'aspect moral et satisfaisant d'avancer vers davantage de justice sociale, c'est très intéressant. L'autre élément, c'est que c'est aussi un investissement d'argent public très rentable, puisque les travaux de rénovation thermique sont une activité parfaitement
non délocalisable et qui fournit de l'emploi local. Donc je ne saurais pas évaluer, et je ne sais pas s'il existe des études publiées sur l'impact d'un euro d'argent public investi dans la rénovation thermique en création de richesses et en diminution du chômage, mais je suis sûre qu'elles seraient fort intéressantes à conduire parce qu'elles sont, à mon avis, très marquantes. Autre élément très important, je crois, le recul qui a été pris dans l'investissement des collectivités locales. Parce qu'évidemment, la question des bâtiments et des logements est importante, mais la question du tertiaire et notamment des bâtiments publics, dans le respect du patrimoine et dans le respect des prérogatives des architectes des bâtiments de France, mais néanmoins de façon très volontariste, est pour moi aussi un élément clé de levier très utile et qui a été sous-utilisé. Là aussi, j'ai mémoire d'une réunion de discussion extrêmement vive sur l'investissement de la Caisse des dépôts possible pour aider les collectivités locales à conduire une vraie politique d'économie d'énergie un peu plus large, mais aussi de rénovation de leur patrimoine. Il faut savoir que beaucoup de collectivités locales possèdent des bâtiments construits dans la pire période n'étant pas celle qui est autour de nous, mais les années 70-80 qui ont conduit à produire... J'ai fâché les années 70 et 80, qui ont conduit à une production de bâtiments consommateurs d'énergie, parfois y compris avec des systèmes de chauffage, qui sont des systèmes de chauffage eux aussi très énergivores. Donc la conjonction de ces deux phénomènes, à mon point de vue, était un frein important. Pourquoi j'en tire une expérience nuancée? D'abord parce que ça s'est arrêté, mais parce que ça a marché. C'est-à-dire que pendant une courte période, il y a eu vraiment un effet considérable au sein de l'ANA. Alors je pense que vous pourriez avec intérêt convier les personnes de l'ANA qui étaient présentes à cette époque, parce qu'elles en ont un souvenir sans doute plus précis que le mien. Mais si je retrouve les chiffres, le bilan qui avait été tiré au bout d'un an était très très positif. Parce qu'il y avait une appétence forte, et je pense que en le disant presque 10 ans après, malheureusement, il y aura une appétence encore beaucoup plus importante. Cette rénovation thermique, notamment des bâtiments des particuliers, n'est pas possible sans l'effet de levier du financement public, je le crois. D'abord parce qu'il est un outil de motivation, ensuite parce qu'il y a un écart entre le taux d'investissement nécessaire et le taux de rentabilité qui peut être beaucoup trop long pour un certain nombre de personnes physiques. Ça n'est pas le cas, hein, je le dis pour les personnes morales, que ce soit les entreprises, d'où la question du tertiaire, ou les collectivités locales, mais pour les propriétaires personnes physiques, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a deux angles morts. Le premier angle mort, c'est celui des propriétaires bailleurs. Le dispositif qui permet de contribuer aux travaux d'économie d'énergie en échange du conventionnement ANA est un bon dispositif de mon point de vue, mais il serait beaucoup plus efficace s'il était plus contraignant. Alors, les avancées législatives vont sans doute le permettre, mais je crains un angle mort actuel. Et là, je fais écho à un débat qui était un débat vif à l'époque. Ce débat a été résolu entre les organisations de protection de l'environnement qui étaient très volontaristes sur l'éviction des passoires thermiques de l'autorisation de location, enfin de les faire rentrer dans le décret d'essence qui va arriver avec les logements de type G, mais avec du coup un risque, et je le vois là, puisque votre commission travaille aujourd'hui, je me permets cette petite alerte, c'est-à-dire que la vente massive de logements qui sont plus possibles d'être loués et qui vont être rachetés uniquement par des gens qui auront les moyens de pouvoir investir pour faire ces travaux, pour relouer, donc pas forcément à un tarif très intéressant et avec une concentration du patrimoine locatif qui est déjà très identifié, qui a été très identifié par l'INSEE et qui, à mon avis, est un problème qui dépasse le problème de la rénovation énergétique. Mais je pense qu'en matière de logement, et j'y reviendrai, avoir une vision globale des enjeux et pas de manière sectorisée entre le prix des loyers, le prix du foncier, la consommation thermique des bâtiments, me paraît être absolument nécessaire, puisque quand on parle de logement, on touche à un sujet qui relève des besoins fondamentaux de l'être humain, comme boire ou manger. On a besoin d'un abri. Je crois que l'intervention de la puissance publique sur ces sujets est absolument essentielle. Dernier élément que je voulais apporter à votre réflexion, les embardés divers et variés, l'absence de constance.
Alors, je crois que les objectifs sont toujours annoncés en étant les mêmes, mais qui ne sont jamais tenus. Et donc, je trouve ça très intéressant que vous vous posiez la question de savoir pourquoi ils ne sont pas tenus. Ils ne sont pas tenus. Là, en l'occurrence, les objectifs que j'avais annoncés en tant que ministre, ils n'ont pas été tenus parce que l'abondement qui avait été promis, entre guillemets, par le Premier ministre, si le dispositif fonctionnait, n'a pas été mise en œuvre. Et donc, il y a de fait eu une restriction. Et quand vous aboutissez, je pense que ces embardées sont aussi de nature à freiner durablement, parce que les gens pensent que ça va marcher, puis que ça ne va pas marcher. Et comme ça demande beaucoup d'énergie de monter un dossier et beaucoup de complexité, vous avez une perte en ligne qui est considérable. Et au fil des années, un épuisement des acteurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose de nouveau. Je pense qu'il peut y avoir un épuisement des acteurs, de tous ceux qui travaillent dans ce domaine, du fait de cette complexité. Pour s'attaquer à ce sujet, je suis maintenant assez convaincue qu'il est absolument nécessaire d'avoir un service public de la rénovation énergétique qui est capable d'être un guichet unique, notamment des différents financements possibles par les différentes collectivités locales, mais aussi, et j'y tiens, là, de fournir une expertise en matière énergétique qui soit une expertise honnête. Bien sûr, si vous n'avez pas une vraie objectivité sur la priorisation des travaux à effectuer dans un logement, vous pouvez aboutir à des aberrations et à une dépense d'argent qui n'aura pas d'effet sur les économies d'énergie. Et ça, c'est donc quelle a été la réponse du législateur? De supprimer tout un tas de crédits d'impôt, ce qui était positif dans un sens à éviter des abus, négatif dans un autre parce que ça pouvait être parfaitement utile. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une vision beaucoup plus partagée d'un vrai diagnostic et d'une priorisation des travaux. Parce que, et là aussi, donc une pierre dans le jardin des écologistes, mes débats de ministres ont été difficiles avec certaines associations écologistes qui considéraient que, hors une rénovation globale qui aboutissait à un niveau bâtiment basse consommation, point de salut, au sens où de gagner quelques pas n'était pas suffisant. J'entends, sur un plan théorique, je l'entends bien, mais pour certains, c'était, en fait, le résultat, c'était rien. L'objection justifiée était de dire que certains travaux qui apparaissaient comme des travaux de rénovation énergétique, j'ai donné tout à l'heure cet exemple des fenêtres quand le toit n'est pas isolé, c'était absurde, c'est vrai. C'est pour ça que je pense que le diagnostic énergétique préalable, fait de manière objective et sans que ce soit ensuite celui qui a intérêt à faire les travaux qui fasse ce diagnostic, est à mon avis absolument décisif. Donc, et je fais le lien avec la loi ALUR, beaucoup ont reproché les abus de diagnostic préalable aux ventes de logements. Je pense que s'ils sont bien faits, c'est au contraire très utile. Parce que avant... Oui, bien sûr. Je pense que avant, pardon, excusez-moi, on faisait acquérir des biens à des personnes qui se rendaient compte au bout de quelques mois qu'en fait elles pouvaient tout simplement pas payer le chauffage de leur habitation, qui se retrouvaient surendettées dans les semaines ou les mois qui suivaient leur acquisition en n'ayant pas eu connaissance du tout de l'ensemble de ces éléments. Et que quand vous vous engagez à acheter un bien, il y a évidemment le coût du prêt, mais il y a bien d'autres dépenses qui n'étaient pas du tout évaluées, je le rappelle, avant la loi ALUR. Donc au titre des fiertés, et je le dis de manière très modeste, parce que ces recommandations ne sont pas sorties de mon cerveau, mais avaient fait l'objet de rapports parlementaires et de propositions d'un certain nombre de parlementaires, tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Je pense que ce sont de bonnes avancées, mais que maintenant il faut aller un pas plus loin. Et je pense que, hors ce guichet unique, hors cet interlocuteur simple, on n'arrivera pas à massifier les objectifs de rénovation thermique. Le deuxième élément, c'est un élément de sécurisation financière. Donc je sais que c'est plus à la mode, les lois de programmation, sauf quand elles sont dans un cadre militaire, mais je pense que si on veut lancer des grands travaux qui nous permettent à la fois la transition énergétique et d'essayer de tenir notre SNBC, mais aussi de pouvoir se préparer à l'adaptation nécessaire à laquelle nous allons devoir faire face du fait du changement climatique, il faut absolument une loi de programmation qui sécurise pour l'ensemble des acteurs comme pour les particuliers une trajectoire dans la durée. Je suis absolument résolue parce que l'échec de ce qui a été annoncé par la ministre Cécile Duflot en 2013, il est écrit dans une réponse à une question au Sénat, que je vais vous retrouver,
qui dit de manière très claire que les crédits de l'ANA ont été gelés au mois de juin de l'année 2014. Et que du coup, les objectifs qui avaient été affichés, et même les dossiers qui existaient dans les tiroirs de l'ANA ne pouvaient pas être mis en œuvre. Donc voilà, c'est finalement assez simple, hein. Ça semble complexe, c'est pas si complexe, mais comme toutes les politiques d'ampleur, je pense qu'elles nécessitent une organisation qui soit simplifiée et une visibilité dans la durée. De la même manière que quand on investit dans un grand programme industriel, on fait un scénario d'investissement sur plusieurs années. Étonnamment, l'État, qui normalement est là pour le restant de nos jours, n'est pas capable de le faire, et je pense que c'est une faute et une erreur. C'est pas tellement le fait des ministres qui se sont succédés à cette responsabilité. Peut-être... Pensez que la volonté politique, elle y était. Alors, elle est toujours... Enfin, alors pour le coup, vous êtes dans une politique où tout le monde est d'accord. Je pense qu'il y a des politiques qui peuvent faire débat. L'encadrement des loyers, on pourrait avoir un débat. Sur la rénovation thermique des bâtiments, tout le monde est d'accord. Donc pourquoi une politique où tout le monde est d'accord, où tout le monde dit que c'est bien, n'arrive pas à mettre en œuvre? Votre commission est intéressante. Moi, je peux vous le dire, parce qu'on ne tient pas dans la durée sur l'argent. Et oui, je le dis, le pilotage budgétaire, ce qui est ma surprise, hein, moi, je n'ai pas... J'ai travaillé uniquement dans le secteur privé avant de rejoindre un poste de ministre. Et j'ai été très surprise de la dimension court-termiste avec laquelle est piloté le budget d'un grand pays comme la France. Et je dois le dire, mes discussions budgétaires avec les différents ministres du budget ont toujours été parfois désespérantes. La norme de dépenses, puisque c'est comme ça qu'il convient de parler, étant la chose la plus stupide que j'ai connue dans ma vie. Parce que quand vous êtes capable de prouver qu'un investissement d'1 euro d'argent public peut rapporter 1,3 € d'argent public à échéance 5 ans, n'importe quel investisseur, n'importe lequel, signe dans la seconde. N'importe lequel, sauf l'État. Sauf l'État. Et je le dis, les règles budgétaires telles qu'elles sont mises en œuvre aujourd'hui dans la loi de finances me semble, dans un certain nombre de cas, complètement absurde, contre-productive et finalement assez rageante. Et le bilan que je retire sur cette politique-là est assez rageant. Vous me permettrez d'avoir la franchise qui m'était déjà coutumière à l'époque, mais qui s'est enrichie de mon éloignement de vos cercles parlementaires. Le contexte de l'enjeu, et y compris les questions que vous posez, et qui sont tout à fait légitimes, sur la difficulté, sur le pourquoi, quelles sont les raisons d'une politique sur la rénovation qui semble être en échec. Je pense que déjà, il faut bien se rendre compte que c'est la politique la plus difficile en matière de logement, parce qu'on s'attaque au stock. On s'attaque au stock, donc un volume de bâti dans l'ensemble de son hétérogénéité, collectif comme individuel, bâtiment récent comme bâtiment extrêmement ancien. En plus, dans un pays où le poids du bâtiment ancien d'avant la Première Guerre mondiale reste important, ce qui n'est pas exactement la même chose si vous comparez avec d'autres pays européens. Et puis s'attaquer au stock, ça veut dire qu'on s'attaque donc au logement existant et donc on s'attaque à la vie des gens. Et je crois que ça explique aussi une des difficultés qui est que vous rentrez dans la vie de particuliers à l'aune de ces questions sur la réhabilitation. Et ce qui veut dire aussi que même si, évidemment, il y a une partie des logements détenus par des bailleurs sociaux, donc des propriétaires massifs, des foncières, mais beaucoup de logements sont détenus par les particuliers, ça veut dire que derrière, il faudra un accompagnement énorme pour pouvoir faire quelque chose avec eux. Et ça explique aussi la difficulté et parfois l'échec de certaines politiques. Il me semblait important d'y répondre parce que c'est vrai qu'on porte beaucoup d'attention sur les enjeux de production nouvelle, sur les enjeux de la crise du logement, mais traiter le stock de logements existants pose évidemment des questions bien plus difficiles. Quel bilan je peux faire de mon passage alors au gouvernement ? Tout d'abord, je pense important de le contextualiser parce que moi, je suis arrivée en fin de mandat et y compris en étant nommée en 2016, je savais que mon mandat n'irait de toute façon pas plus loin que la fin du mandat du président de la République. Donc, mon équipe et moi-même avions, et c'était d'ailleurs la volonté du gouvernement à l'époque, des objectifs très clairs qui étaient l'application des textes de loi et notamment la publication des décrets d'application. Alors, vous avez parlé de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, mais il y avait aussi la loi Allure. Quand je suis arrivée, il y avait plus de
200 décrets encore à prendre. Et c'est vrai que nous avons cherché à mettre en application un certain nombre de ces textes, mais aussi répondre d'ailleurs à des missions d'information qui étaient déjà en cours sur ces textes de loi. Ce qui explique aussi que j'ai certes réorienté certaines politiques, mais je n'avais pas exactement le même positionnement que les ministres passés. Même si j'ai par ailleurs travaillé à un autre texte de loi égalité citoyenneté, mais qui n'était pas sur les mêmes sujets. Et par ailleurs, en tout cas, au moment où j'arrive au gouvernement, on a évidemment les enjeux de rénovation, mais on a aussi d'autres préoccupations qui sont évidemment le soutien à la production nouvelle de logements, qui était vraiment le cœur de la politique de l'époque, logements privés comme logements sociaux, l'éradication de l'habitat insalubre. Et vous le savez, Madame la sénatrice, que c'était rapporteur de mon texte de loi, j'ai échoué, puisqu'en fait, on voulait prendre une ordonnance sur le sujet et qu'elle n'a pas été prise, et ça a été fait plus tard, dans le quinquennat suivant. C'était un enjeu extrêmement fort. Toute la question, en fait, de la précarité énergétique, et qui n'est pas seulement liée à la rénovation, mais qui était vraiment de travailler sur les publics les plus en difficulté. Et puis, une volonté aussi de moderniser la profession, parce qu'on était à un stade aussi où on avait des tas d'enjeux sur les garanties autour de la profession dans le bâtiment, des enjeux de carte professionnelle, de fraude à l'emploi, de fraude à la TVA, et vous le savez, sur les sujets particuliers de la mise en place du label RGE. Et puis, par ailleurs, lorsque j'étais ministre, j'avais aussi des enjeux extrêmement forts sur de la mise en place de nouveaux dispositifs, l'encadrement des loyers, le permis de louer, c'est des décrets que nous avons pris début 2016, et aussi des mobilisations sur des sujets locaux sur lesquels le Premier ministre de l'époque m'avait demandé de travailler beaucoup, la question de l'habitat insalubre et indigne à Marseille, et la revitalisation du bassin minier, avec notamment des enjeux de rénovation extrêmement importantes, mais qui étaient en soi des politiques très fortes et qui n'étaient pas d'ailleurs dans les sujets dont on va parler après. Tout ça pour vous dire qu'évidemment, il y avait un enjeu très fort sur la rénovation, mais qu'il était inscrit dans une politique logement plus globale. Et après, pour dire les choses très franchement, oui, moi j'ai fait partie d'un gouvernement qui affichait ses objectifs, qui a fixé des objectifs de construction de logements, de production de logements sociaux et d'un objectif de 500 000 rénovations. Avec évidemment, quand vous fixez un objectif, en tant que gouvernement, vous mettez en difficulté, puisque vous donnez les moyens à vos adversaires comme à vos partenaires de dire « vous ne les faites pas ». Oui, mais au moins on avait un objectif. Et je pense que c'est extrêmement important justement de travailler ainsi. Parce que même si un objectif, vous n'arrivez pas à l'atteindre, au moins vous en avez donné un et vous dites que le cap, il est là. Alors on l'a vu d'ailleurs sur la question de la production de logements sociaux, que ne pas vouloir donner d'objectifs, on voit ce que ça donne derrière. Mais c'est pareil pour la rénovation. Assumer, même si on n'y arrive pas, qu'il fallait faire 500 000 logements rénovés, dont après la moitié, on va dire, programme Habiter mieux, c'est ce qui était écrit en fait dans la loi de 2015, c'est aussi dire que le curseur, il doit être là. Et je pense que ça permet aussi de donner à voir de ce qu'on devrait faire. Et moi, j'ai aucun problème à assumer qu'on a mis des objectifs et que ensuite, oui, on répond et on a des chiffres et ils sont pas toujours bons et c'est évidemment un regret. Mais moi, je n'ai aucun regret d'avoir assumé un cap et d'avoir dit qu'on n'était pas au niveau. Au moins, c'est de la transparence et ça permet, me semble-t-il, aussi de travailler, mais y compris d'avoir des vrais débats sur les questions budgétaires. Parce qu'en effet, avec cet objectif-là et les moyens d'accompagnement qui sont nécessaires, on verra qu'en effet, on n'avait pas tous les moyens budgétaires nécessaires. Mais j'y reviendrai parce que ce n'est pas qu'une question d'argent qui explique, à mon avis, qu'on n'est pas totalement au niveau. Je pense que, parce que cette audition m'a permis aussi de réfléchir quelques années plus tard, parce qu'on n'est pas sorti des difficultés aujourd'hui, même si je parlerai un peu du présent. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des débats qu'on n'a toujours pas tranchés. Et d'ailleurs, vous les posez dans vos questions. Qui doit-on aider ? Est-ce qu'on aide tout le monde et on veut massifier ? Est-ce qu'on cherche à aider les publics des déciles de revenus les plus faibles ? Ou alors est-ce qu'il faudrait se regarder vraiment les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre pour aider eux en premier et les forcer eux ? Ensuite, il y a une deuxième idée qui, à mon avis, continue à être fausse et je pense que c'est une des difficultés, c'est que cette idée que la rénovation d'un logement peut se faire à budget constant et que finalement, ça tourne tout seul.
Et je pense que c'est ça le nœud du problème. Moi, je ne crois toujours pas qu'il y ait un modèle économique de la rénovation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Mes propos sont très clairs. Je pense que c'est essentiel qu'on progresse sur les rénovations des logements comme des bâtiments. Mais le modèle économique, il est extrêmement difficile. Sur le logement social, il n'existe pas vraiment, mais ce n'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Chez les particuliers, je vous dirais, ça dépend un peu de leur âge. Vous avez beaucoup de publics retraités, propriétaires, qui vous disent aujourd'hui qu'ils ne voient pas l'intérêt de faire des travaux extrêmement coûteux sur lesquels ils n'auront pas de retour d'investissement. Et on peut leur faire miroiter l'idée qu'ils vont vendre mieux leurs biens à terme. C'est même pas vrai partout, en réalité. Ça dépend beaucoup de l'attractivité du marché immobilier, ça dépend où il est situé. On voit bien là sur l'augmentation des passoires mises en vente qu'en fait il y a des territoires où elles se vendent pas moins cher. Donc il faut faire évidemment extrêmement attention à ça, et d'autant plus, et je pense que c'est peut-être aussi une de nos faiblesses, qui est qu'aujourd'hui des particuliers qui investissent pour rénover leur logement et qui donc font baisser les émissions de gaz à effet de serre de leur logement. Donc ils investissent, peut-être qu'ils vont retrouver un retour d'investissement évidemment sur leur consommation d'énergie, leur coût de l'énergie et peut-être sur la vente de leur patrimoine, mais ils n'ont jamais été en fait remerciés, entre guillemets, incités par l'État pour avoir baissé leur part d'émissions carbone. Quand vous achetez aujourd'hui une voiture peu émettrice, vous avez une réduction de votre carte grise. Vous avez donc quand même une incitation. Vous rénovez votre logement, est-ce que vous avez des incitations sur vos différentes taxes ? Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que le fait de ne pas donner de prix au carbone et donc de ne pas donner de prix aux économies des émissions de carbone, ça rend aussi le dossier d'autant plus difficile. Après, je dois quand même dire que en tout cas, la preuve de ce modèle économique n'existe pas vraiment, et peut-être que ça ne doit pas nous arrêter pour faire. C'est-à-dire que, et peut-être que c'est ça qui nous permettrait de vraiment arriver à des objectifs de rénovation importants, c'est que justement on construise une substitution à un modèle économique qui n'existe pas, pour qu'en fait la dépense portée par les particuliers ou même pour les bailleurs sociaux soit en fait acceptable. Et on pourrait jouer sur des emprunts long terme, sur des subventions. Parce qu'évidemment, il y a un coût pour l'État de ne pas baisser ses émissions carbone, très clairement, et par rapport aux stratégies nationales bas carbone actuelles et futures et les engagements européens. Mais je pense que ça explique évidemment une des difficultés et un des nœuds du problème. Parce que, en tout cas, dans le quinquennat dans lequel j'étais, une de nos grosses difficultés, c'était d'avoir plus d'argent et un budget constant sur les enjeux de la rénovation. Et j'y reviendrai notamment dans le cadre du budget de l'ANA, parce que c'était un enjeu particulier. Mais au-delà de ça, je dois aussi dire que des choses qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup changé, la faiblesse des partenaires bancaires sur le sujet. Parce que très clairement, pour le logement social, heureusement, la Caisse des dépôts est présente et travaille toujours à des prêts qui accompagnent au long cours et y compris continue d'innover avec l'ensemble des bailleurs sociaux sur le sujet. Mais on n'a pas un acteur bancaire de la rénovation, comme il existe dans d'autres pays européens, qui pourrait être un partenaire bancaire privilégié pour l'ensemble des particuliers ou des propriétaires de quelques lots. Je le dis parce que c'est un des freins importants, y compris pour des ménages qui étaient concernés par le programme Habiter mieux, mais qui étaient dans la partie la plus haute de ces ménages fragiles et qui avaient un reste d'emprunt. Beaucoup de dossiers bloqués, beaucoup de difficultés. À l'époque, j'ai eu beaucoup de discussions avec les partenaires bancaires et je peux vous dire pour un résultat assez médiocre sur leur mobilisation, sur leur facilité, sur l'acceptation de financer ces dossiers. Enfin, dans les difficultés qui existaient à l'époque et qui expliquent une partie de l'échec et qui sont toujours là, c'est le régime de la copropriété. Qui est très clairement pas adapté à cette accélération des travaux, à cette massification. Et même si on a fait des progrès collectifs très importants, ce régime a été changé à plusieurs reprises, on a créé le fonds travaux, on a énormément travaillé sur les sujets les plus ardus. Je pense évidemment aux copropriétés dégradées, la création quand même des ORCOD OIN suite quand même au travail considérable qui avait été fait par le sénateur Claudinin. C'est extrêmement important de se rappeler ça parce qu'on part vraiment de très loin. Avant le travail du sénateur de Seine-Saint-Denis, franchement, on avait des outils vraiment pas au niveau. Aujourd'hui, les ORCOD OIN, il y en a énormément qui ont été créés et c'est vraiment une solution. Mais là, on parle des copros très très dégradés. La question, c'est le reste des régimes de copropriété
et de la difficulté à faire voter des travaux et à intéresser l'ensemble des bailleurs pour les aider. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, là, après cette année d'un tarif de l'énergie extrêmement cher et un peu fou, vous allez me dire, le modèle économique, on le voit très bien quand le tarif de l'énergie est extrêmement fort. Mais moi, si je me rappelle les années 2015-2016, on n'est pas du tout dans le même niveau. On est dans un tarif de l'énergie extrêmement bas, une sorte de très grande difficulté à convaincre les ménages que c'est bon pour leur pouvoir d'achat de faire des travaux à l'avenir, et objectivement une difficulté d'enclencher les choses. Bon, néanmoins, beaucoup de choses ont été faites. D'une part, il y a eu quand même des modifications législatives importantes. Alors, il y a l'ensemble des dispositifs de la loi transition énergétique pour la croissance verte. Je ne vais pas revenir sur tout, puis je pense que vous aurez des questions. Mais l'idée était quand même d'essayer. Alors, à l'époque, c'était assorti d'un crédit d'impôt. D'une part pour les ménages qui payaient des impôts, et puis le renforcement du programme Habiter mieux, qui maintenant, si j'ai bien compris, s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité. Mais bon, Habiter mieux, voilà, qui était pour les ménages les plus modestes, avec vraiment des subventions et un portage assez maximum pour les ménages les plus pauvres, et puis des aides pour des ménages qui pouvaient aussi emprunter une partie des travaux. Je pense que la très grande difficulté dans cette période-là, c'est en fait sur comment est construit les programmes de rénovation. Donc on a cet outil formidable qui est l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Je le dis ici, qui est un outil qui nous est envié. Moi, quand j'étais ministre, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises par les ministres du logement en Allemagne et dans d'autres pays européens, mais aussi, parce que vous m'avez posé la question à Quito, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des délégations étrangères qui voulaient tous savoir ce que c'était que cette agence nationale et comment était-il possible que l'État investisse pour l'habitat. C'était quand même très intéressant, et c'est comme l'ANRU qui est quand même un modèle intéressant. Mais l'ANA, contrairement à l'ANRU, n'a pas de capacité à engager des fonds de manière pluriannuelle. Et c'est bien le problème. À l'ANRU, sur les programmes de rénovation urbaine, on est sur une programmation à 10 ans, avec on ne décaisse pas, on programme des dépenses budgétaires qui sont assortis de maquettes financières et dans des comités d'engagement, puis après il y a du décaissement par dépenses. L'ANA, c'est une agence, mais le problème, c'est que chaque année, son volume de dossiers à gérer et à faire entre, alors à l'époque, Habiter mieux, les logements qui étaient adaptés, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais donc l'adaptation des logements et puis les autres programmes, c'est des volumes de dossiers que l'ANA doit ensuite répartir au niveau territorial, et en fait, ça dépend du niveau budgétaire qui est fixé. Et c'est une des difficultés parce qu'à plusieurs reprises, et y compris avant 2012, ça a été tout le problème, y compris sous le quinquennat précédent 2012, l'ANA, en fonction des consommations bonnes ou pas bonnes des dossiers, se retrouvait en cours d'année soit à arrêter de financer les dossiers, soit de les bloquer. Et comme c'était des dossiers en cofinancement avec les collectivités territoriales, plus avec les opérateurs associatifs qui faisaient l'accompagnement social, on s'est retrouvé avec quand même une construction de méfiance très forte entre les opérateurs et l'ANA sur... est-ce que vraiment, comme vous me dites, vous allez faire, 1000 dossiers dans telle collectivité, est-ce que vraiment vous allez me financer les 1000 dans l'année ? Sauf que c'est tellement long de porter un dossier de rénovation pour un public précaire. Entre l'accompagnement social, le montage des dossiers de subvention, la sollicitation des collectivités locales, des différentes aides, que quand vous apprenez 8 mois plus tard que le dossier finalement n'est pas financé et qu'on attend l'année prochaine, en fait ça s'arrête. Et ça, je pense que ça reste une très grande difficulté pour ces dossiers-là, où en fait on n'a pas une capacité à dire qu'on construit quelque chose de pluriannuel. Donc ça veut dire aussi qu'on change la manière de construire le budget de l'ANA et le débat budgétaire autour, et qui permettrait certainement de ne pas connaître les à-coups. Et notamment, vous m'interrogez là dans les questions que vous m'avez soumises sur mon choix de changer les objectifs de l'ANA en mars 2016. Très clairement, en mars 2016, l'ANA devait faire 50 000 logements dans le programme Habiter mieux, donc les publics modestes. Je dis à l'ANA, vous allez en faire 70 000 et on met les moyens financiers qui vont avec. Et à l'époque, on est beaucoup à penser qu'en fait, s'il y a plus d'impulsion et plus de budget, ça suffit à faire. En réalité, à la fin de l'année, ils feront 41 000 dossiers, donc même pas les 50 000 prévus, et donc une incapacité totale à le faire. Et je ne vous cache pas que vraiment, j'ai considéré ça comme un échec patent pour moi, pour les services de l'État et pour l'ensemble des ministères.
Et on a essayé de comprendre pourquoi. En réalité, quand on décide en mars 2016 de passer à 70 000, l'ANA repose, donc c'est certes une agence, mais elle repose sur des services qui sont soit déconcentrés, soit décentralisés avec une délégation aux collectivités. Les objectifs de 70 000, donc qui augmentent les niveaux, doivent être redescendus dans les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement et être votés. C'est comme sur les aides à la pierre. Puis après, il faut interroger les collectivités pour savoir si elles vont accompagner en cofinancement les projets supplémentaires. Et en réalité, on se rendra compte que pour beaucoup, y compris à l'ANA, une fois qu'on a fait le premier ratio qui était prévu, on ne va pas plus loin. Et donc une incapacité à travailler en flux, à travailler au long cours, à commencer à engager des dossiers et à les accompagner. C'est aussi une année, et ça l'a expliqué, il y a plusieurs collectivités, y compris importantes au niveau régional, qui avaient changé de positionnement sur leur accompagnement des dossiers de l'ANA, ce qui a quand même été très préjudiciable pour les ménages. Et aussi, très clairement, et ça avait été montré, que l'accompagnement financier n'était pas suffisant. En fait, il y avait un reste à charge trop important, même dans les programmes Habiter mieux, qui était un blocage, très clairement, pour les ménages, pour lancer les programmes. Et donc, ils ne prenaient pas le risque. Mais c'est vrai qu'on est en 2023, le budget de l'ANA n'est pas non plus pluriannuel. Et je m'interroge toujours, a posteriori, si on a réussi à le faire sur l'ANRU, alors sur des sommes qui n'ont rien à voir, certes. Je regrette qu'on ne puisse pas le faire sur l'ANA. L'autre difficulté de l'ANA de l'époque, vous le savez, c'est que son budget était construit avec la question des quotas carbone. Donc moi, j'ai pas eu de chance. Je suis à la période où en fait ils se sont effondrés. Et je vous cache pas qu'on regardait tous les mois quel était le niveau des quotas carbone, ce qui fait qu'en fait plusieurs fois la directrice de l'ANA m'appelait en me disant je ne sais pas combien de dossiers je peux engager parce que ça va y a des variations et objectivement leur budget n'était pas pérennisé. Et je pense que c'était une des difficultés. Alors, on y a appris aussi de ça. En 2017, d'une part, on a envoyé les programmations beaucoup plus tôt à l'ensemble des régions et des préfets de région en février 2017. Et puis, on a essayé de baisser la part du quota carbone dans le budget de l'ANA. Alors, y compris en ponctionnant 50 millions à Action Logement, je le dis ici. Mais c'était aussi un moyen de trouver une plus grande stabilité pour l'accompagnement de ces ménages. Mais ça explique, en tout cas, sur ces dossiers Habiter mieux, qui était une priorité pour tous, de la difficulté à y aller. L'autre chose, et après je m'arrêterai parce que peut-être je suis un peu trop longue, au cours des années 2014, 2015, 2016, donc y compris au moment de la discussion de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, on est aussi, je vais le dire franchement, le secteur du bâtiment n'est pas totalement prêt à la massification de la rénovation. On rénove en France. J'ai retrouvé pour travailler cette audition une étude du SDES de 2012 ou 2013 qui montre les volumes de rénovation dans la période précédente. Ça existe. Mais là, on parle de massifier. Et donc, pour massifier, il faut s'appuyer sur l'ensemble des artisans. Et notamment, on a beaucoup travaillé à l'époque avec la CAPEB parce que c'est un des sujets. On a un type d'entreprise dans l'artisanat du bâtiment qui est des petites entreprises avec des enjeux de formation qui ne sont pas évidents parce que quand vous êtes que 2 ou 3 dans chaque entreprise, vous ne vous formez pas aussi facilement que ça. Et donc, il y a la question du geste. Et c'est pour ça qu'en fait, en 2014, avec Sylvia Pinel, et j'ai ensuite, moi, fait en place la suite, on a travaillé sur 3 axes. Il y avait le BIM, c'est-à-dire que l'ensemble des professionnels du bâtiment s'adaptent à la question numérique digitale et à la maîtrise du BIM. Vous avez bien vu qu'on n'y est pas encore, y compris la question du carnet numérique du logement, je crois, vient juste là de sortir, alors que c'est dans la loi de 2015. Il y avait la question de la règle de l'art, parce que le débat sur le type de travaux, la capacité à faire, est-ce qu'on pose correctement les isolants, les fenêtres et tout ça, était un sujet, d'où le débat derrière sur la question de RGE et donc la question de la garantie pour avoir les projets financés, qui était un projet extrêmement important. Et c'est vrai que ce que nous, on a cherché à l'époque, c'est d'essayer de créer un écosystème qui pousse en fait l'ensemble des opérateurs à être mieux formés et à accompagner cette massification. Et je pense que c'est évidemment aujourd'hui un enjeu assez important en fait pour pouvoir avancer. Voilà, donc vous l'aurez compris, de toute façon quand on est ministre du logement, je vais vous dire, si on pense qu'on a un bon bilan, c'est qu'on n'a pas tout compris parce que c'est jamais fini. Non mais il faut être extrêmement humble en fait.
moi, je pense qu'on a fait des choses extrêmement intéressantes et qu'on a posé les jalons en fait de ce qu'a permis la suite. Et je parlerai, si vous le souhaitez, évidemment, des décisions qui ont été prises par la suite. Mais oui, ça n'allait pas assez vite et ça ne va pas assez vite aujourd'hui. Et c'est en plus dans un moment où en fait depuis 10 ans le marché immobilier n'a jamais été aussi florissant. Je pense que c'est ça aussi qui est extrêmement compliqué, c'est que même si là il y a un petit coup d'arrêt avec la loi climat et résilience, jusqu'à cette année en fait n'importe quel logement s'il est bien situé se vend à des prix complètement dingues, quelle que soit sa qualité énergétique. Ce qui est fou et ce qui explique un problème. Et à côté de ça, on est encore face à des fléaux tels l'habitat insalubre et indigne, qui demeure très important dans notre pays, qu'on n'a pas éradiqué. Et là, notre sujet n'est pas juste la question du DPE et de la classe énergétique, c'est vraiment autre chose. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que, même si beaucoup de choses ont été faites et j'espère seront poursuivies, objectivement, on dirait que c'est un bilan mitigé, même si moi j'assume totalement en fait qu'on ait voulu avoir des objectifs pour dire qu'en fait c'était le minimum qu'il fallait faire. Tout d'abord, pour répondre à votre première question sur le lien entre les deux ministères, ça renvoie plus largement aux problèmes que rencontre le ministère de l'écologie, de l'environnement, enfin on l'appelle comme il y a eu des noms différents selon les périodes, en général. Il y a un mot qui est à la mode en ce moment, enfin une expression qui s'appelle la charge mentale. On parle beaucoup de la charge mentale et je trouve que ça s'applique assez bien sur la question du ministère en charge de l'écologie, de l'environnement. En gros, traditionnellement, c'est sur les questions de climat, sur les questions d'environnement, il y a eu une espèce de tradition des autres ministères de laisser la charge mentale de la politique écologique du pays à ce ministère. Et ça se traduisait de manière assez évidente dans les fameuses RIM, les réunions interministérielles, que tout le monde connaît de nom en tout cas, qui sont des moments assez durs en général pour les équipes du ministre en charge de l'environnement, parce que c'est lui qui arrive en disant, bah voilà, il y a tel ou tel objectif à respecter et voilà les mesures qu'il faut mettre en place pour respecter cet objectif. Et traditionnellement, tous les autres ministères se liguent pour dire mais c'est pas possible, vous n'y pensez pas, il y a ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là, etc. Et il y a eu des évolutions. Je ne vais certainement pas dire que rien ne se passait. Et dans ces dernières années, de plus en plus de ministères, et notamment d'ailleurs avec l'arrivée du ministère de Jean Castex à Matignon, mais ça avait déjà commencé avant, Jean Castex lui-même a impulsé dans les ministères l'obligation que chacun fasse ses petites lettres pour expliquer ce qu'il allait faire pour mettre en place des mesures de transition écologique dans son ministère. Donc ça a évolué, mais entre ce qu'il faut faire et puis la culture a changé. Pas tout à fait la même chose. Et alors que dans une RIM, on devrait avoir, voilà, moi j'ai cet objectif pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et tous les ministères, si dans un monde idéal où tout le monde porterait la charge mentale, tous les ministères arriveraient en disant moi sur mon domaine de compétences, j'essaye de ne surtout pas en citer pour ne pas créer de problème, mais dans mon domaine de compétences pour arriver à cet objectif je pourrais faire ça, ça, ça et ça et moi je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Moi, j'en ai été témoin. Ça ne se passait pas comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était vous n'y pensez pas. Et donc, on avait tous les ministères contre le ministère de l'Environnement. Et dans ce cadre, avoir le ministère du Logement intégré dans le ministère de l'Environnement, ça changeait tout. Parce que du coup, le ministère du Logement prenait sa part de la charge mentale. Je n'ai pas dit qu'il ne le prenait pas du tout avant. Je dis que là, simplement, d'un point de vue institutionnel, ça l'obligeait à le faire, y compris avec les directions des ministères qui se retrouvaient à travailler avec toutes les autres de manière beaucoup plus serrée. Donc c'est en ça que c'était intéressant. Donc pour répondre à votre question, et c'est aussi pour ça que je me suis battue à la fin de mon exercice ministériel pour que ce soit la première ministre, le Premier ministre, je ne savais pas encore que ce serait une première ministre, que ce soit le Premier ministre qui prenne à bras le corps cette charge mentale.
Et c'est pour ça que je suis ravie, même si après il va falloir que tout ça se traduise des faits de manière concrète, on est au début d'un processus, mais je suis ravie que maintenant ce soit la Première ministre qui soit en charge de la transition écologique, qu'il y ait un secrétariat général à la transition écologique spécifique qui maintenant est supposé faire le travail d'instiller cette charge mentale partout. Donc ça, c'était la réponse à la première question. Sur l'arrêt du CITE pour MaPrimeRénov', d'abord, on avait un sujet du CITE parce que c'était un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt, par définition, même si on peut avoir un chèque, mais c'est quelque chose qui, d'abord, n'est distribué que l'année d'après. Donc, on a un grand... pas entre le moment où on fait les travaux et le moment où on peut récupérer le crédit d'impôt. Pour un certain nombre de ménages, c'était problématique parce qu'ils n'avaient pas forcément la trésorerie pour le faire. On n'a pas résolu tous les problèmes avec MaPrimeRénov', j'en ai bien conscience, mais en théorie, MaPrimeRénov' permet très vite, une fois que les travaux ont été engagés, de pouvoir lancer le processus pour pouvoir recevoir la prime. Donc c'était quelque chose qui se voulait plus proactif, et puis MaPrimeRénov', c'était le CITE, mais c'était aussi d'autres aides qui étaient fusionnées dans MaPrimeRénov'. Donc, on était sur vraiment une opération de simplification. Alors, j'entends vos remarques, monsieur le rapporteur, sur le fait que chaque nouveau gouvernement réinvente la poudre ou réinvente... je ne suis pas sûre, même si je vois ce que vous voulez dire, mais finalement, tout ça est assez récent. Le lancement des grandes opérations pour rénover les logements, les bâtiments, d'un point de vue législatif, c'est 2015. On est en 2023. C'est récent. À échelle politique, c'est assez récent. Même si le SPE dont j'ai parlé tout à l'heure de Picardie, il avait été mis en place bien avant. Mais en Picardie, on est toujours un petit peu en avance. C'est comme ça. Donc c'est assez récent. Et on doit aussi tenir compte, et c'est aussi le rôle qu'ont les parlementaires, tenir compte des retours d'expérience et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Clairement, les aides qu'on a mis en place étaient trop compliquées, trop lourdes en termes d'accès. Enfin, on ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, le fait de mettre en place un guichet unique qui s'appelle MaPrimeRénov', avec un endroit unique où aller chercher, un site internet unique où aller chercher, c'était vraiment l'idée de rendre ça beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. J'en profite d'ailleurs pour dire que je pense qu'il faudrait qu'on regarde de manière plus clair sur le site aussi, parce que là j'y suis retournée justement, votre réunion m'a permis d'aller jeter un œil pour voir où ça en était. Je pense qu'on a encore des problèmes d'accès, parce que quand on va sur MaPrimeRénov', on n'est pas directement sur France Rénov'. Or France Rénov', c'est le réseau justement, c'est le réseau, donc c'est pas instinctif. Et mon accompagnateur Rénov' que j'aime, sur le site MaPrimeRénov', il faut vraiment le chercher pour le trouver. Et sur France Rénov', c'est pareil, on ne le trouve pas comme ça tout de suite, ce n'est pas proposé tout de suite. Moi, je crois qu'une des premières choses qu'il faudrait faire, c'est que sur ce site, et après je parlerai des gens qu'on a au téléphone, mais sur ce site, je pense qu'il faudrait que tout de suite, en entrée de jeu, il y ait cette proposition de l'accompagnateur Rénov'. Il est obligatoire, l'accompagnateur Rénov' pour certains types de rénovation, mais il devrait être proposé tout de suite. Ça devrait être, vous avez besoin qu'on vous aide à faire votre diagnostic, paf, directement. Ça, aujourd'hui, ça n'y est pas. Et c'est un peu dommage, à mon avis. Sur ce que vous disiez sur les réseaux qui existent actuellement, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas à l'échelle. Ce qui existe aujourd'hui est très bien. Enfin, il y a certains... Encore une fois, c'est inégal surtout sur les territoires. Mais il y a vraiment certains territoires où on a des systèmes qui sont bien et qu'il faut saluer. Mais ceux-là vont perdurer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'échelle du tout.
on n'est pas à l'échelle pour pouvoir faire 700 000 rénovations par an. C'est ça mon sujet. Et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. J'ai fait les fonds de tiroir des budgets et puis des personnels publics de l'État ou des collectivités. On n'aura jamais assez de monde compétent pour faire ça à l'échelle. Donc si on veut passer à l'échelle, on doit recourir... On est tous dans le même bateau et on est tous dans le même combat. Donc à un moment, on a intérêt à s'unir et à unir nos forces. Là, on a des gens qui sont compétents, qui peuvent nous aider. On a, par exemple, des architectes, on a plein de professions qui peuvent nous aider. La question est de les conventionner sérieusement, c'est-à-dire de faire un vrai travail de conventionnement, d'agrément, pour qu'il puisse y avoir aussi cette restauration de la confiance. Je n'ai pas employé le terme de confiance jusque maintenant. On a aussi un problème de déficit de confiance. Beaucoup de nos concitoyens se sont fait arnaquer. Parce qu'il y a eu dans les différentes primes qui étaient proposées, il y a eu des effets d'aubaine qui ont permis à certains professionnels non scrupuleux de s'attaquer à nos concitoyens. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a interdit maintenant les appels téléphoniques sur la rénovation énergétique. Le problème, c'est que beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas. Donc il faut le redire. Que c'est interdit et que si des personnes sont sollicitées comme ça par téléphone, il faut qu'elles raccrochent ou qu'elles disent qu'elles vont appeler la police ou qu'elles prennent les coordonnées de ces gens pour prévenir les autorités. Donc voilà, c'est ça ma réponse. C'est qu'on a besoin de se mettre à l'échelle. Par contre, vous avez raison sur un point très important, c'est l'association des collectivités. D'ailleurs, il est bien prévu que l'accompagnateur Rénov' soit agréé par l'État ou désigné par une collectivité locale. Donc les collectivités locales sont tout à fait à même d'organiser leur réseau. Et je crois que c'est aussi par ce biais-là qu'on doit montrer qu'on est capable, entre l'État et les collectivités locales, de bien travailler ensemble pour que le réseau soit le mieux maillé possible, pour que tous nos concitoyens puissent y avoir accès. Donc ça, c'est l'idée et c'est la manière dont moi je vois les choses pour que ce soit mis en place de la manière la plus efficace. Et j'aimerais savoir aussi si votre ministère a travaillé avec, par exemple, celui de la culture, qui est quand même chargé de la protection de tous les types de patrimoine en France, ou alors avec un ministère de l'Agriculture pour développer, on va dire, des techniques de rénovation thermique peut-être plus écologiques, plus locales. Merci. Merci. Je ne sais pas si... Oui. Alors, merci beaucoup pour ces questions qui sont très importantes et que je vous conseille, si je peux me permettre de vous donner un conseil, de poser également à Emmanuelle Wargon, parce que pour le coup, c'est vraiment elle qui s'est occupée de la réforme du DPE de A à Z. Donc, on a regardé ensemble, mais c'était vraiment elle qui était aux manettes sur le sujet. Bien sûr, quand on a réfléchi à la réforme du DPE, mais pas seulement d'ailleurs, aussi quand on a réfléchi à d'ailleurs la nouvelle réglementation pour les logements neufs, on a réfléchi à d'abord à essayer de repenser les qualifications en repensant à des techniques traditionnelles. Je crois que les techniques traditionnelles ont été un peu oubliées, alors pour des raisons simples, c'est parce qu'on avait une énergie bon marché et que donc ça coûtait rien de fabriquer des logements qui étaient des passoires. Mais on oublie que l'habitat traditionnel est un habitat qui est en général plutôt bien adapté, alors traditionnel avant les années 50, est plutôt bien adapté aux situations locales, puisque c'était une période où il ne fallait pas gaspiller l'énergie. Donc on a beaucoup à apprendre de nos anciens. De la même manière, il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'identification de techniques et de matériaux qui sont des matériaux soit biosourcés, soit des matériaux qui étaient regardés à l'aune de leur efficacité énergétique, et y compris aussi à l'aune de leurs émissions de gaz à effet de serre.
C'est aussi pour ça qu'on a eu, mais là je parle beaucoup plus sur la question de la RE 2020, mais on a eu beaucoup de difficultés avec le secteur du béton qui considérait qu'on donnait trop de place à la filière bois d'une manière générale. Mais parce que en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est sur vraiment des choses très différentes. Les programmes de recherche du CEREMA ont été regardés, ça j'en suis persuadée, mais vous demanderez encore une fois confirmation à Emmanuel Vargon, je ne voudrais pas dire de bêtises à sa place. Les travaux avec les autres ministères, oui, d'une manière générale, pas seulement sur ça, mais ils ont été associés sur la loi climat et résilience et sur cette partie se loger, évidemment. Après, les ministères étaient aussi proactifs, mais ils venaient nous voir. Dois-je le dire publiquement, mais si. Non, ils venaient plutôt nous voir pour nous dire ce qui les embêtait dans la loi. Soyons clairs, je vous parlais tout à l'heure de la charge mentale. On avait des ministères, franchement, ils ont tous essayé de jouer le jeu. Et je les salue en cela, mais ils étaient quand même sur un certain nombre de sujets un peu... en fait, à devoir lutter contre la culture de leur ministère au départ. Parce que moi, je ne connais pas beaucoup de ministères qui intégraient la transition écologique dans leurs fondamentaux au départ. Et donc, ça a été, moi qui suis une indéfectible optimiste, on va dire que ça a été un moyen de les sensibiliser encore plus et de les faire participer. La rénovation énergétique des bâtiments est absolument indispensable si on veut être sur la trajectoire climatique que nous nous sommes fixés. Le bâtiment, tout compris, quel que soit le type d'usage du bâtiment, c'est à peu près 45% de la consommation finale d'énergie et c'est à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Cette politique publique, pour moi, elle est donc cruciale. Vous l'avez rappelé, j'ai été nommée secrétaire d'État à l'écologie en octobre 2018. Et assez vite, ça fait partie des sujets dont je me suis emparée en tant que secrétaire d'État, sous l'égide de mon ministre de tutelle de l'époque, qui était François de Rugy, que j'ai continué à travailler dans les périodes suivantes avec Elisabeth Borne, puis avec Barbara Pompili comme ministre déléguée au logement. Donc c'est un sujet sur lequel je pense avoir une forme de fil rouge ou de continuité, parce que je l'ai traité pendant ces presque 4 années de présence ministérielle. Ensuite, c'est un sujet qui, à mon avis, ne se règle pas ou pas majoritairement par la loi. C'est-à-dire, on peut mettre tous les objectifs législatifs qu'on veut, on peut mettre des chiffres dans les lois successives. La loi elle-même n'est pas autoréalisatrice et donc il ne suffit pas de dire qu'on rénove 500 000 logements par an dans la loi ou qu'il n'y aura plus de passoires thermiques 10 ans après le vote d'une loi pour que tout ceci se produise. C'est un sujet qui est un sujet de moyens, d'exécution et de système. Donc, je vous ai apporté ce schéma que je vous laisserai bien sûr, qui était la manière dont on pilotait ça au ministère. Et en fait, c'était extrêmement visuel, j'avais souhaité qu'on le fasse. On a des blocs de couleurs par type d'action à mener. Donc je vais vous les détailler brièvement. Pour mener une politique publique, il faut la piloter. Donc il faut déjà être capable de compter, donc d'avoir des chiffres. Et il faut avoir une équipe qui la pilote. Ça, c'est notre bloc rouge, piloter la politique publique de rénovation énergétique. Ensuite, il faut des aides qui fonctionnent, qui soient accessibles, efficaces et justes. Il faut une filière qui soit capable de répondre aux besoins, à la fois en compétences et en capacité à faire. Et puis, il faut de l'accompagnement, puisque les aides toutes seules ne suffisent pas. Et c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé avec mon équipe, avec les administrations, en essayant vraiment de travailler sur l'ensemble des éléments du système, un peu comme de l'horlogerie, comme les rouages d'une montre. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut que chaque rouage fonctionne individuellement, et puis après, quand vous assemblez, si tout va bien, la montre finit par fonctionner et par vous donner l'heure. Je vais commencer par le pilotage, parce que ce n'est pas forcément le point qui était le plus connu, mais c'était un point important. Quand j'ai commencé à m'occuper de cette politique publique, j'ai fait 2 constats en la matière. Le premier, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe en charge. Et le deuxième, c'est que personne ne comptait rien du tout.
Alors, il n'y avait pas d'équipe en charge, ça n'est pas faire injure du tout aux équipes ministérielles. Il y avait beaucoup de directions d'administration centrale concernées. D'abord, c'était un sujet interministériel entre le ministère du Logement d'un côté, qui était à l'époque rattaché au ministère des collectivités territoriales, et le ministère de l'écologie de l'autre. Donc, pour que ça fonctionne, il fallait un accord entre les deux ministres. Et pendant toute la première période, j'ai travaillé en grande proximité avec Julien Denormandie, qui était à l'époque ministre du Logement. Ensuite, on avait donc deux administrations. D'un côté, l'administration du logement, la DHUP, la direction de l'habitat, de l'urbanisme, et de l'autre, la direction de l'énergie et du climat, qui avait à se coordonner sur ces politiques publiques. Et elles se coordonnaient plus ou moins bien, ce qui veut dire que à peu près toutes les décisions remontaient au cabinet au pluriel et au ministre au pluriel. Donc ça m'a pris 1 an pour créer une délégation interministérielle, une équipe en charge du pilotage de la rénovation énergétique des bâtiments. Qu'on ait au moins un petit nombre de personnes dans la République qui se lèvent le matin avec comme mission d'être en charge de faire progresser la rénovation énergétique des bâtiments, et nous l'avons fait. Et ça a été en fait relativement long et relativement compliqué. Ensuite, sur la capacité à produire des données et à les analyser. Là aussi, on n'avait pas un seul chiffre un peu carré sur combien est-ce qu'on a de passoires thermiques, quelle est la qualité, quelle est l'efficacité individuelle d'un geste de rénovation, quelle est l'efficacité de chacune des aides, l'une ou l'autre. Donc j'ai demandé au CGDD, le Commissariat général du développement durable, de monter un observatoire national de la rénovation énergétique, ce qu'il a fait. Là aussi, ça a pris un certain temps, ce qui nous a amené à une étude qui recalait une bonne fois le nombre de passoires thermiques, qui est maintenant le chiffre qui fait foi, et qui a aussi mené des travaux sur le nombre de gestes en essayant de recoller les différents éléments en provenance de différentes sources. C'est très important parce que vous ne pouvez pas mener une politique publique si vous n'avez pas d'un côté une équipe qui est en charge, et de l'autre, un endroit dans lequel vous pouvez observer la réalité. Si j'arrive aux aides, on avait à l'époque beaucoup d'aides qui relevaient de logiques extrêmement différentes. En fait, il y avait en gros 3 grands types d'aides. Le premier, c'était les aides historiques de l'ANA. C'était des aides extrêmement qualitatives, plutôt tournées vers la rénovation globale, très liées aux collectivités territoriales et avec un volume extrêmement faible, puisque de mémoire, et donc je n'ai pas les chiffres parce que je ne suis plus en charge, mais l'ordre de grandeur, c'était de l'ordre de 30 000 en gros aides annuelles sur le programme Habiter mieux Sérénité, qui était vraiment le programme de rénovation globale, et un peu moins sur les aides un peu plus simples. Donc ces aides étaient dans une certaine logique de sur-mesure, mais on parle de 30 000, peut-être 40 000 rénovations accompagnées par an. Donc un volume finalement extrêmement faible. La deuxième source d'aide qui était en train de se développer de façon assez peu pilotée, c'était l'utilisation des C2E, des certificats d'économie d'énergie. C'était le début de la montée en charge des certificats d'économie d'énergie. Et à peu près au moment où je suis arrivée, François de Rugy a lancé sous sa propre initiative les rénovations à 1 euro, les combles à 1 euro, etc. Essentiellement financés par des C2E et totalement non pilotés nationalement. Enfin, très peu pilotés nationalement. Donc on a eu une explosion du volume de C2E, mais sur des gestes pas vraiment suivis, pas vraiment pilotés, pas vraiment contrôlés. Et puis la troisième source d'aide, c'était le CITE, qui, je pense que ça a été beaucoup dit, mais je vais le redire, est un crédit d'impôt qui était versé 18 mois après et qui avait comme caractéristique d'être versé à 50% aux 2 plus hauts déciles de revenus. Donc c'était une aide quand même totalement anti-redistributive, c'est-à-dire si on considère que le budget est également réparti, la moitié de l'aide allait aux 20% les plus riches et qui par ailleurs était une aide qui allait essentiellement au financement du changement de fenêtre dont je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le geste de rénovation le plus efficace. Et comme il était versé 1 an et demi après, difficile de dire s'il était incitatif ou pas, c'était quand même assez largement un effet d'aubaine. Et ces 3 aides étaient dans 3 univers de politique publique très différents. Le premier, ministère du Logement, très lié à l'action locale des collectivités, ça c'est un point très positif, c'était les aides de l'ANA. La deuxième, les C2E, en fait l'outil du ministère de l'écologie pour faire de la rénovation énergétique,
mais avec une confiance, à mon avis, un peu forte dans les systèmes de régulation des acteurs privés. Et d'ailleurs, on a eu énormément de fraude, énormément d'abus, et on a fini par arrêter les aides à 1 euro. Parce qu'on considérait que l'isolation à 1 euro ou les combles à 1 euro étaient porteuses de trop d'effets pervers. Et puis le crédit d'impôt qui avait peut-être été obtenu un jour par le ministère de l'écologie, mais qui n'était pas du tout piloté par le ministère de l'écologie, qui d'ailleurs n'était pas piloté du tout. Face à ça, dans une période de recherche d'économie budgétaire, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, a souhaité qu'on restreigne beaucoup le montant du CITE, et c'est le moment où on a décidé de tenter de le transformer en prime. Et donc on l'a transformé en MaPrimeRénov' avec un budget qui avait été divisé par 2. Alors c'était pas mon choix, et évidemment, comme tout membre du gouvernement qui se respecte, je m'étais battue pour avoir des meilleurs arbitrages budgétaires. Mais l'argumentation n'était pas très facile à faire parce que ce n'était pas totalement évident de démontrer que le CITE atteignait sa cible et qu'il était vraiment performant. Et donc l'arbitrage du Premier ministre était un peu fondé sur l'idée faites une aide, montrez qu'elle marche, montrez qu'elle cible les bons publics et les bons gestes, et on verra après pour la montée en puissance de cette aide. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a démarré MaPrimeRénov' en 2020. Collectivement entre le ministère du Logement et le ministère de l'Écologie de l'époque, puisque c'était encore avec Julien Denormandie, donc les 2 ministres l'ont porté. On l'a démarré, pardon. Juste une précision, quand vous dites sur le passage du CITE à la MaPrimeRénov', c'est dans les arbitres. Sur le passage du CITE à la MaPrimeRénov', vous, dans votre volonté, c'était plutôt quoi, de rester au départ sur du CITE et ensuite il y a eu l'arbitrage pour aller sur une MaPrimeRénov', ou vous étiez... Moi, j'ai très vite été convaincue qu'il fallait qu'on fasse converger les 3 outils dont je vous parlais. Et que du coup, le passage à une aide qui serait versée immédiatement après la fin des travaux, qui serait mieux ciblée sur les travaux et plus redistributif, serait mieux. En revanche, on avait un budget d'environ 2 milliards pour le CITE. Et évidemment, j'ai plaidé pour qu'on ait le même budget, donc 2 milliards, sur la nouvelle aide qui est devenue MaPrimeRénov'. Donc le fait que le budget ait été divisé par 2 au moment où on est passé du CITE à MaPrimeRénov', c'était pas mon souhait, pas le souhait du ministère dans lequel j'étais et pas le souhait du ministère du Logement non plus. En revanche, moi j'ai passé beaucoup de temps à essayer de rapprocher les aides de l'ANA, cette nouvelle aide qui était une aide directe qui avait l'immense avantage d'être versée beaucoup plus rapidement, et les C2E. Pour ne pas avoir 3 politiques publiques juxtaposées avec 3 outils juxtaposés qui répondaient pas aux mêmes exigences techniques, qui couvraient pas le même type de travaux, avec pas le même type d'exigences sur les entreprises. Et du coup, en fait, 3 mini-politiques de la rénovation énergétique des logements, mais une seule politique de rénovation énergétique des logements. Donc, on a créé MaPrimeRénov' début 2020 en d'organisant mieux le lien entre les gestes aidés par MaPrimeRénov' et la manière dont les C2E pouvaient s'y adosser. Ce qui veut dire que pour un ménage bénéficiaire, le ménage pouvait bénéficier à la fois de MaPrimeRénov' et des C2E sur la même opération, ce qui voulait dire d'avoir exactement les mêmes critères sur le changement de chaudière ou l'isolation ou des opérations plurigestes. Je reviendrai à la question un seul geste ou plusieurs gestes, qui est évidemment une question importante dans la discussion. Donc on l'a créé début 2020, juste avant le début du Covid. Du coup, on était évidemment très inquiet du fait que cette aide trouve son public en période de crise. Elle l'a néanmoins fait. Et du coup, on a réussi à faire 250 000, 270 000 dossiers de mémoire en 2020, puis 700 000 en 2021, à peu près autant en 2022. Ce qui est intéressant, et ça c'est l'un des outils de l'Observatoire de la rénovation énergétique, c'est qu'on a mesuré l'économie moyenne d'énergie entre un logement aidé par le CITE et un logement aidé par MaPrimeRénov'. Parce que c'est évidemment l'un des critères. On gagne combien en énergie et après ça se convertit en CO2. On a multiplié par 2, on est passé de 2,5 MWh par an par logement avec le CITE à 5,3 MWh par an par logement avec MaPrimeRénov', ce qui était l'un des critères de performance. Le plan de relance nous a aidés puisque la première année, MaPrimeRénov' avait à peu près 1 milliard de budget et qu'ensuite le plan de relance est arrivé et qu'on a décidé de cibler une partie des crédits du plan de relance sur MaPrimeRénov'.
sachant que vous savez comment c'est dans une négociation budgétaire. Pour savoir comment limiter une aide dans une enveloppe, toute la question est autour des critères, des montants unitaires et de l'éligibilité. Et donc, plus on avait de moyens, plus on était capable d'avoir des gestes correctement aidés et d'aider les différentes catégories de ménages. Et on a réussi à calibrer ça à peu près bien. MaPrimeRénov' est inversement proportionnelle aux revenus. Donc, en gros, il y a 4 catégories de ménages. Les ménages les plus modestes sont les plus aisés. Pour moi, il était très important d'aider néanmoins tous les ménages, donc y compris le quart le plus favorisé, avec des montants plus bas et avec des montants notamment plus bas sur les monogestes, en aidant plutôt uniquement sur la rénovation globale, mais quand même pour pouvoir dire que cette aide était universelle, parce que finalement, c'est l'une des grandes questions. Les émissions de CO2, elles sont partout, elles sont chez les ménages modestes, mais elles sont aussi chez les ménages les plus aisés. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon équilibre d'aider plus ceux qui en ont le plus besoin, mais d'aider quand même un peu tout le monde. MaPrimeRénov' est beaucoup plus redistributif, puisque plus de la moitié va aux ménages les plus modestes. Donc ça, c'est sur la partie aide. Et on a passé beaucoup de temps à regarder les fiches C2E pour être sûr qu'elles étaient alignées avec les fiches MaPrimeRénov' et que du coup, on aidait bien de façon coordonnée. Et puis, est arrivée évidemment la question de l'accompagnement et des guichets. Là aussi, moi j'ai trouvé une situation très éclatée et je pense qu'elle l'est encore. Donc, sur tous ces sujets, moi je considère qu'on a progressé dans les 4 dernières années, mais évidemment, je n'irai pas jusqu'à dire que le sujet est complètement réglé, que le système fonctionne parfaitement bien. Donc, je pense qu'on a encore des progrès à faire. Sur la partie guichet, on avait vraiment 2 univers qui ne se parlaient pas du tout entre les guichets de l'ANA et les guichets de l'ADEME, voire des guichets de collectivités territoriales appuyés ni par l'un ni par l'autre. Au point que mon expression était de dire qu'il fallait être bilingue ANA-ADEME et que ça parlait à peu près tous mes interlocuteurs. L'ANA partait soit de l'aide aux ménages très modestes, soit de partenariats très sur mesure avec des collectivités. L'ADEME partait plutôt d'aide un petit peu plus globale, en accompagnant aussi des guichets, mais de façon complètement séparée de l'ANA. Et du coup, j'ai passé ces 4 années à essayer de rapprocher les 2 univers. Donc on s'est demandé pendant assez longtemps quelle était la bonne manière d'organiser, quel était l'opérateur qui allait pouvoir porter ça le mieux. On avait commencé avec l'ADEME parce que l'ADEME était un interlocuteur plus naturel des régions. Or, les régions étaient par la loi chargées du service public de l'efficacité énergétique de l'habitat. Et nous avons soutenu les collectivités à travers un programme C2E dédié qui s'appelait SAR. Et du coup, ce programme était porté par l'ADEME. Néanmoins, la connaissance fine à l'échelle communale et intercommunale était vraiment côté ANA. Le partenariat sur mesure était plutôt côté ANA. Et après quelques années à tâtonner, nous avons décidé de tout rapatrier à l'ANA, considérant que c'était l'Agence de l'amélioration de l'habitat et que même si sa compétence initiale était plutôt sur l'habitat indigne et les ménages les plus en difficulté, elle était en capacité d'avoir une action universelle. Et puis elle portait le guichet MaPrimeRénov', donc c'était logique que l'ANA porte aussi les guichets d'accompagnement. Donc un travail de précision avec transfert des équipes progressif, responsabilité intégrale donnée à l'ANA et cohérence entre les aides et les guichets. Et c'est là-dessus que nous avons ajouté la création de France Rénov', c'est-à-dire la labellisation de guichets, de tous les guichets existants d'appui à la rénovation énergétique. Et du coup, l'homogénéisation, la capacité à ce que ces guichets réussissent à porter la même politique publique nationale complétée ou au service des politiques locales quand il y en avait. Moi, j'avais été très frappée par une visite que j'avais faite en Haute-Saône, quelque part fin 2019, où j'étais allée voir un guichet ANA qui fonctionnait très bien. Ensuite, j'étais allée voir un chantier de rénovation dans un ancien moulin qui était avec une rénovation globale financée par la région, donc Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, ce guichet, ce moulin qui était en cours de rénovation avait bénéficié de l'aide ANA et donc avait dû faire un certain nombre de diagnostics et de dossiers pour l'ANA.
Et puis, il avait aussi été candidat à une aide de la région qui était baquée sur l'ADEME. Et il avait fallu tout refaire. Parce que les diagnostics n'étaient pas les mêmes, les experts n'étaient pas les mêmes. En fait, les deux systèmes étaient complètement disjoints. Et c'était lié au fait qu'il n'y avait pas une entente parfaite entre le département et la région à l'époque, ou entre le service départemental et le service régional. J'y mets pas de politique, mais plutôt une coordination qui ne s'était pas vraiment faite. Donc on a tenté de recréer cette coordination avec le programme d'accompagnement à la rénovation énergétique SAR, qui donnait des moyens supplémentaires à l'échelle régionale, et de faire monter l'ANA comme interlocuteur de proximité des collectivités, essentiellement communes et intercommunalités, dans certains cas départements, mais c'est vraiment très variable. Il y a des départements qui s'investissent et des départements qui ne s'investissent pas du tout, et régions qui de toute façon ont la compétence. Ce maillage n'est pas complètement fini. Il y a plein d'endroits dans lesquels la répartition des compétences et donc des publics, si je peux dire, même si ce n'est pas une expression très heureuse, n'est pas très claire. Et l'idée de France Rénov', c'était vraiment que chacun ait accès à un guichet physique, quelle que soit sa situation et quels que soient ses revenus. Avec France Rénov' est arrivé mon accompagnateur Rénov', donc la même idée de dire que les aides, c'est bien, mais que le besoin d'accompagnement est important. On part quand même d'un crédit d'impôt dans lequel le concept même d'accompagnement n'existe pas. Un crédit d'impôt, c'est vous dépensez comme vous voulez, vous mettez une facture en pièce jointe de votre déclaration d'impôt et vous avez une aide défalquée de vos impôts ou un crédit d'impôt si vous ne payez pas d'impôt. Donc l'idée de dire il faut vraiment arriver à adosser maintenant les aides à un accompagnement avec la montée en puissance de mon accompagnateur Rénov'. Donc ce que je vous retrace, c'est un cheminement qui est en fait pas uniquement poussé par les lois successives et qui rencontre la Convention citoyenne pour le climat, dont vous parliez dans votre propos introductif, mais qui avait déjà commencé et qui a passé une étape supplémentaire avec cette convention. Alors, je vous ai parlé du pilotage, je vous ai parlé des données, je vous ai parlé des aides et de l'accompagnement. Évidemment, dans une politique publique classique, mais je ne vous apprendrai rien, on balance entre des incitations et des contraintes. Et toute la question est de trouver le bon mix entre les deux. Sur les passoires thermiques locatives, moi j'étais assez convaincue qu'on ne ferait pas sans contrainte. Parce que autant pour un propriétaire occupant, il ou elle est lui-même directement concerné par l'état d'isolation de son logement et donc potentiellement motivé quand même par le fait de faire des travaux, autant pour un propriétaire bailleur, ce n'est pas le propriétaire bailleur qui subit le fait qu'une passoire thermique est une passoire thermique. Et donc même si on a ouvert les aides aux propriétaires bailleurs, c'était l'une des avancées de ma prime Rénov', j'étais assez convaincue que ça ne suffirait pas et qu'il faudrait passer par une contrainte. Et au moment de la Convention citoyenne pour le climat, la question s'est d'ailleurs posée de savoir si les obligations de rénovation des passoires thermiques, il fallait les poser sur tout le monde, donc y compris les propriétaires occupants, ou uniquement sur les propriétaires bailleurs. Et il me semble que la Convention citoyenne voulait aller au-delà des propriétaires bailleurs. Moi, j'ai considéré que poser une obligation, c'était déjà lourd et important, et que cette obligation, elle avait plus de sens sur les propriétaires bailleurs, parce qu'encore une fois, vous êtes bailleur, de toute façon, votre logement, vous le louez, vous touchez votre loyer. Donc le simple fait d'être éligible à une aide ne vous motive pas forcément pour engager des travaux, sachant que vous n'êtes pas pénalisé par le fait que les factures sont extrêmement élevées ou que les logements sont extrêmement difficiles à chauffer. D'où cette obligation de rénovation des passoires thermiques pour la mise en location progressive. Donc la première base de l'obligation était déjà dans la loi énergie-climat pour les passoires les plus significatives. Elle a été très très fortement renforcée dans la loi climat et résilience. Ma position était de ne le faire que sur les F et les G, parce que pour moi, le sujet, ce sont vraiment les passoires thermiques. Et donc les E, je pense que Barbara Pompili a vu vous le dire, c'était plutôt la position de Barbara Pompili. Je n'étais pas hostile, mais je considérais que l'important c'était de faire F et G. Après, est-ce qu'on l'a fait trop vite? Est-ce que les dates sont tenables? On était avant la guerre en Ukraine, enfin on passait d'une crise à l'autre bien sûr, mais enfin on sortait du Covid, on était avant la guerre en Ukraine, à un moment où le prix des matériaux n'avait pas explosé. J'ai toujours pensé que ce genre de politique, en fait, d'abord il faut donner un signal clair, et qu'ensuite
il est déjà arrivé au Parlement et au gouvernement de décaler de quelques mois des dates d'application quand le signal est donné, mais que la date d'application n'apparaît pas possible. Et donc c'est quelque chose qu'on pourrait, le cas échéant, desserrer un peu. De mon point de vue, le signal est là. De mon point de vue, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'il y ait beaucoup de passoires thermiques en vente. Parce que pour moi, c'est plus une mauvaise nouvelle quand un appartement donné ou une maison donnée est vendu au même prix que ce soit un G ou que ce soit un B. Parce que l'acheteur, dans un cas, n'aura pas de travaux à faire et dans l'autre, va être obligé de faire des travaux importants juste pour isoler son bien immobilier. Donc que le signal soit dans le marché et que du coup, les biens mal isolés coûtent moins cher proportionnellement, ce qui veut dire que quand vous achetez, vous savez que vous achetez avec un investissement complémentaire à faire. La banque vous finance aussi pour cet investissement. Me paraît plutôt une bonne nouvelle si le rythme va bien et si on arrive à faire les travaux, ce qui mène à tout le pan que je n'ai pas encore cité de la montée en compétence de la filière.